Musée de l'économie, Citeco, pour cette conférence sur le sens du travail. Le travail, c'est le thème du cycle de cette année ouvert par Citeco en octobre et qu'on va suiter avec différents événements, conférences, projections, ateliers, rencontres, voilà, tout au long de la saison. Le sens du travail, ça ne vous a pas échappé, et ce qui explique que vous soyez sûrement aussi nombreux, c'est forcément un thème qui est au cœur de l'actualité. Je ne sais pas si vous avez vu en kiosque, Philosophie Magazine vient de sortir un numéro spécial pour savoir quel sens donner au travail. Et globalement, je dirais que cette question, on se la pose depuis la crise sanitaire, ou en tout cas on se la pose beaucoup plus depuis la crise sanitaire, puisque quand on était confinés chez nous, on a un peu reconsidéré nos priorités et notamment la place du travail dans nos vies. Alors, ces questions sur la valeur, sur la signification du travail ne sont pas apparues avec le Covid, c'est ce qu'on va voir, mais elles se sont renforcées et elles ne touchent pas non plus uniquement, même s'il y a pas mal de jeunes dans la salle, les jeunes qui ne voudraient plus travailler dans les grandes entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on entend par un travail qui a du sens? Pourquoi est-ce qu'on parle de crise de sens et de crise du travail? Quelle est peut-être la responsabilité des entreprises, du management dans cette crise et dans cette quête de sens? Quels enjeux, quelles perspectives? C'est ce qu'on va voir tout au long de cette conférence avec mes deux invités que je vais vous présenter. Coralie Pérez, bonjour. Vous êtes économiste ingénieur de recherche à l'Université Paris 1 et membre du Centre d'économie de la Sorbonne. Et en 2022, vous avez publié un ouvrage coécrit avec Thomas Coutreau intitulé Redonner du sens au travail, une aspiration révolutionnaire, carrément. C'est aux éditions du Seuil. Et bonjour Jean-Philippe Teboul. Vous êtes le fondateur d'Orientation Durable. C'est un cabinet de recrutement spécialisé dans l'ESS. Alors, on va échanger ensemble 45 minutes environ. Et puis ensuite, vous, dans le public, vous pourrez poser des questions à nos deux invités. Notez-les dans un petit coin. Voilà. Et puis comme ça, vous pourrez les poser après notre échange. Voilà, on a posé le cadre, on peut y aller. Et je vais me tourner vers vous d'abord, Coralie Pérez, parce que j'aimerais qu'on s'interroge en fait sur ce dont on va parler. Qu'est-ce que c'est finalement que le sens du travail? Et peut-être même remonter encore un peu, qu'est-ce que c'est que la définition du travail? Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner l'opportunité de partager avec vous effectivement cette réflexion sur le sens du travail. Effectivement, en tant qu'économiste, c'est pas une question traditionnelle de ma discipline que de s'interroger sur l'intérêt intrinsèque du travail. Donc, les économistes, mais aussi, je dirais, dans le débat public, on parle beaucoup plus souvent de l'emploi, qui est la mise en forme institutionnelle du travail. Alors l'emploi est porteur d'enjeux tout à fait cruciaux en termes de stabilité, hein, selon le statut de l'emploi, fonctionnaire ou pas, statut précaire ou pas. Il est porteur d'enjeux en termes de rémunération, en termes de droits sociaux qui sont liés à l'emploi. Mais pour autant, à trop focaliser l'intérêt sur l'emploi, peut-être en étions-nous venus à négliger le travail comme activité. Et c'est bien à ce travail comme activité que nous avons souhaité nous intéresser en posant la question de son sens. Alors, le travail comme activité, ça signifie quoi? Ça signifie que le travail n'est pas seulement, je dirais, un effort auquel on consent contre une rémunération, mais il est porteur d'enjeux de transformation. Donc on a fait quelque sorte un retour à une conception plus anthropologique du travail, le travail par lequel on transforme le monde naturel, le monde social et qui nous transforme en retour. Et donc c'est au regard de ces enjeux que nous avons défini le sens du travail avec 3 dimensions, selon nous. L'utilité sociale, un travail a du sens si on se sent en exerçant cette activité utile aux autres et en premier lieu aux destinataires du travail. Un travail a du sens si l'on peut se reconnaître dans ce qu'on fait, c'est-à-dire si on est dans les conditions de pouvoir faire du bon travail, le bon travail étant référé à ses normes professionnelles. Et enfin, un travail a du sens si on peut s'y exprimer, ses habiletés, sa singularité, sa créativité. Donc voilà les 3 dimensions qui constituent, selon nous, le sens du travail comme activité.
et donc comme activité transformatrice de soi, des autres, de notre environnement. C'est effectivement important de le poser, Coralie Pérez, merci. Et nous avons la chance cet après-midi de pouvoir croiser finalement deux expériences, votre expérience d'économiste et votre expérience de terrain, puisque en 15 ans avec Orientation Durable, vous avez réalisé plus d'1 millier de recrutements, alors spécifiquement dans le secteur de l'ESS, et vous animez une communauté de 55 000 candidats et salariés. Voilà, donc vous avez pu du coup recueillir un certain nombre de données sur le marché, sur les attentes des candidats. Et j'aimerais justement, un peu à l'aune de cette définition du sens du travail comme activité transformatrice, que vous nous disiez ce que vous avez pu observer pendant ces 15 ans sur cette question du sens du travail. Est-ce que finalement c'est une question qu'on se posait au début d'Orientation Durable et comment ça a évolué? C'est super intéressant en fait, parce que sur cette question de l'évolution du sens du travail, on a vu avant le confinement des indices très forts d'une évolution, mais qui se concrétisaient pas encore dans le nombre de candidatures dans les postes. C'est-à-dire on allait avoir des gens, nous on a des clients orientation durable qui sont des noms très connus comme Amnesty International, comme Greenpeace, comme les Restos du Cœur, et le cabinet existe depuis 10 ans. On était habitué à une espèce de fascination des candidats pour ce type d'employeur. Ça, c'est les boulots avec du sens. Et on a vu déjà depuis 4-5 ans une remise en cause de ça. Et une remise en cause très intéressante qui montre une vraie maturité politique, notamment des plus jeunes. Des gens très concrètement qui nous disent, écoutez, dans les années 80, il y avait 600 000 travailleurs dans les milieux associatifs, il y en a 3 fois plus aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas avant toute chose l'État qui s'est désengagé de ses responsabilités, qui refile aux assos, avant finalement de couper les subventions? Donc ça qui va à contre-courant d'un discours des associations révolutionnaires, pour le coup, on est pour le mieux. Donc on s'est aperçu de l'arrivée de ce discours. On a vu aussi, c'est super intéressant, un déplacement du cool, si j'ose dire. Je discutais avec quelqu'un qui bosse dans les milieux de la communication classique, pour le coup, depuis 20 ans. Et je lui dis, qu'est-ce qui a changé pour vous depuis 20 ans? Et il me dit, il y a 20 ans, il y avait des gens qui avaient tendance dans la boîte à dire à 22 heures, on commande des pizzas, si on n'a pas fini, on se dévoue pour la boîte, on va finir ce dossier pour le client. Ils existent toujours. Mais il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était les cools. Aujourd'hui, c'est les moutons noirs. Ils sont plus suivis. Donc, on voit cette série d'indices. On voit également, je vous en avais parlé, ça on s'en a aperçu après coup, des slogans sur Internet, notamment un en anglais qui commence à circuler beaucoup vers 2017-2018. Je n'ai pas de travail de rêve parce que le travail ne me fait pas rêver. Mais le vrai changement en termes de candidature, on le voit en septembre 2021. On sort un recrutement, on avait fait exactement le même en 2019, qui était un poste à 3 000 bruts par mois de chargé de partenariat dans un organisme de microcrédit. On avait eu, et c'est au mot près, la même offre. On avait eu en 2019 90 candidatures. On a 27 candidatures. 2 ans après, en 2021. 2 ans après, exactement le même poste. 3 fois moins de candidatures. Et on commence à voir ça, et on reviendra, si vous le souhaitez, plus tard sur quels postes sont touchés, quels postes ne sont pas touchés. Mais en gros, entre SMIC et 2500 bruts, c'est extrêmement fort en termes de baisse des motivations. Et sur certains postes, c'est plus fort, sur d'autres postes, c'est moins fort. Mais c'est à ce moment-là qu'on a vu une très forte évolution sur la perception qu'avaient les gens des métiers qu'on appelle avec du sens. Et alors cette évolution donc sur les métiers qu'on a et effectivement, faudra que vous nous précisiez s'il y a des postes qui sont plus ou moins impactés par cette remise en cause du sens, en fait. Est-ce que le travail est cool? Est-ce que le travail m'apporte quelque chose? Est-ce que le travail répond suffisamment, peut-être en termes de rémunération aussi? Et est-ce que, Coralie Pérez, la situation que décrit Jean-Philippe Teboul, vous l'avez vue aussi? Est-ce que finalement, les indices qu'on a commencé à voir avant le confinement et la crise sanitaire, vous les aviez perçus aussi? Et comment est-ce qu'on explique cette évolution? Alors oui, nous sommes intéressés à cette question du sens du travail parce que en faisant des entretiens avec des salariés, notamment des salariés qui, travaillaient dans des organisations en proie à des restructurations financières, fusions, acquisitions, on était frappés de voir de manière récurrente dans leur discours,
justement exprimer la perte de sens du travail. C'est comme ça que ça nous est apparu, par la perte de sens qu'exprimaient les salariés, disant finalement, on a été racheté, on a été prévenu à la dernière minute, notre organisation a changé, nos objectifs ont changé, ce qui était prioritaire ne l'est plus, on a l'impression d'être des pions dans l'organisation. Et l'expression de cette perte de sens, elle nous a interpellés, mais c'est vrai qu'en tant qu'économistes, nous ne nous sentions pas totalement équipés pour pouvoir y travailler. Mais c'est resté dans un coin de notre tête et c'est ça qui est au fondement, je dirais, à la genèse de notre travail. Donc ça, c'était bien antérieur à la crise sanitaire, c'était dans les années 2008-2009. Mais quand on interroge les psychologues du travail qui reçoivent en consultation les salariés, eux-mêmes entendent parler du sens du travail et de la perte de sens depuis bien longtemps. Alors, comme vous l'avez mentionné, je pense que la crise sanitaire a certainement donné une exposition et exacerbé ce sentiment de crise de sens, voilà. Parce que, comme vous l'avez dit, je pense qu'on a tous été interpellés par la notion de métier essentiel. Finalement, des métiers peu valorisés, peu reconnus, mal rémunérés. Et puis en creux, donc des métiers qui n'étaient pas essentiels, notamment dans le secteur de la culture. On le sait, hein, les salariés de ce secteur ont été assez blessés. Ça a donné lieu aussi à des remises en cause. Hein. Ah bon, nous ne sommes pas essentiels, comment bon. Et puis, souvenez-vous également, on s'est trouvé vulnérable individuellement, mais aussi en tant que société, parce qu'on s'est aperçu que, eh bien, nous étions tributaires de chaînes de valeur mondiale pour la production de certains biens qui faisaient défaut. Hein. Souvenez-vous, nous n'avions pas de masques, etc. Donc, je pense que nous nous sommes tous plus ou moins interrogés sur les finalités de notre travail et finalement vers quoi cette énergie qu'on déploie chacun, chacune, chaque jour, vers quoi est-elle dirigée? Est-ce qu'on produit ce dont on a besoin et avec quel impact sur la nature? Donc voilà ce qui fait à mon sens l'actualité de ce sujet, mais qui prend ses racines depuis bien plus longtemps et je pense que nous y reviendrons. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça fait à peu près une dizaine de minutes qu'on parle. Cette conférence est bien sur le sens du travail et ça y est, nous sommes passés à la perte de sens du travail. Et on a glissé très, très, très rapidement vers cette nouvelle appellation perte de sens du travail. Donc, en fait, moi, ce que je me dis, c'est est-ce qu'on n'a pas commencé à se poser la question du sens du travail à partir du moment où on a perdu le sens du travail? Je pense que ça a joué et j'ajouterais une autre lecture possible qui est un déplacement de ce qu'on met dans le travail et notamment le fait que les gens aujourd'hui vont mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de choses dans le travail, ils vont avoir beaucoup moins d'attentes dans le travail. Je pense qu'on était depuis le travail, et vous le savez, il a eu des évolutions, il n'était pas vu de la même façon au Moyen-Âge, il n'était pas vu de la même façon chez les Grecs, il a connu beaucoup, beaucoup d'évolutions dans ce qu'on met dans le travail. Et on était depuis les années Reagan dans la seule culture, où en tout cas chez les cadres et en tout cas dans les pays occidentaux, dans une surdéfinition, un surinvestissement dans le travail, qui était particulièrement important et parfois assez malsain dans l'économie sociale et solidaire, où si on se battait pour les droits de l'homme, on allait encore plus se définir par rapport à ça. Et ça a été la cause d'énormément de burn-out, d'énormément de choses comme ça. Et du coup, aujourd'hui, nous, ce qu'on voit chez toute une génération, même si je suis d'accord avec vous, il y a plusieurs classes d'âge de concernés, c'est au contraire, le sens va être mis ailleurs que dans le travail. C'est l'une des plus grosses évolutions qu'on peut voir. En plus, il y a quelque chose de lié à ça, c'est que, je caricature, mais il y a 30-40 ans, s'investir dans le militantisme, c'était un engagement assez lourd. Soit on bossait dans une structure militante, soit il fallait aller le dimanche distribuer des tracts sur les marchés. Là, aujourd'hui, on est face à des gens qui nous disent, moi, quand je commente des posts sur les réseaux sociaux, je fais du militantisme, donc ils sont nourris autrement du militantisme. Et du coup, pour simplifier, pour conclure, la personne qui, il y a encore 6-7 ans, aurait absolument voulu devenir chargée de com chez Amnesty International, elle va avoir tendance, et on le voit, comme je vous le disais, massivement dans les chiffres, à, en tant que boulot, plutôt chercher un boulot de chargé de com qui représente un bon mix entre intérêt intellectuel, entre souplesse horaire,
pour manger chaque jour, et elle va chercher à côté le fait de s'exprimer en tant que citoyen ou en tant que citoyenne. Donc du coup, et on met du sens dans nos vies ailleurs que dans notre travail. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, Jean-Philippe Teboul, pour compenser peut-être cette perte de sens que l'on a ressentie en entreprise ou face à des tâches qu'on ne jugeait pas essentielles. C'est ce que vous nous avez dit et c'est ce qui a été le révélateur de cette crise sanitaire. Coralie Pérez, quelles sont, vous, les conséquences de cette perte de sens du travail que vous avez pu relever en tant qu'économiste? Alors, je commencerai par dire que lorsqu'on lit les sciences du travail, notamment les ergonomes, les psychologues du travail, la particularité du travail, c'est que quand on travaille, on s'engage et on engage indissociablement son corps et son esprit dans l'acte de produire. Et donc, c'est très difficile d'être extérieur, de rester extérieur à ce qu'on fait. On est engagé dans le travail. Et donc, ne plus y trouver de sens, eh bien, c'est dommageable. On s'abîme, la santé psychique, physique, à exercer dans la durée un travail qui fait pas sens à ses yeux. Donc c'est pour peut-être, je dirais, alimenter un peu cette discussion. Est-ce que quand on ne trouve pas de sens dans son travail, on va le chercher ailleurs? En tout cas, ça reste difficile de tenir dans un travail qui fait peu sens. Alors, nous, ce qu'on a voulu tester comme hypothèse, c'est finalement, quand on trouve peu de sens à son travail, quelles sont les options? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est salarié du public et du privé? Alors, comme on est à la Cité de l'économie, je vais dire un point de méthodologie. En fait, équipé de notre définition du sens du travail, nous avons cherché à le mesurer. Et pour cela, nous avons utilisé les enquêtes conditions de travail de la DARES et de l'INSEE. L'enquête conditions de travail, c'est la grande enquête du système statistique français qui permet de documenter les conditions de travail des personnes en emploi en France. Et nous, on s'est restreint aux salariés du public et du privé. Donc, on avait un échantillon d'un petit peu plus de 15 000 individus qu'on a donc enquêtés en 2013 et 2016. Et ce qu'on a donc cherché à voir, c'est est-ce que les personnes qui trouvaient peu de sens à leur travail en 2013, eh bien finalement, sont-elles restées en emploi en 2016? On s'aperçoit que trouver peu de sens à son travail est un facteur puissamment explicatif de la probabilité d'avoir démissionné entre les deux dates. C'est même le facteur le plus explicatif. Ça accroît de 30% la probabilité d'avoir quitté volontairement son emploi. Toutes choses égales par ailleurs, comme on dit. Alors, il y a d'autres variables qui expliquent qu'on quitte son emploi, notamment le manque de soutien hiérarchique, mais en tout cas, le manque de sens reste le principal facteur. Quelque chose aussi qui peut être intéressant à mettre dans la discussion, c'est que souvent, quand les personnes démissionnent, elles invoquent le fait d'être mal rémunérées comme raison principale. On a les moyens de tester ça avec l'enquête conditions de travail et on s'aperçoit que le sentiment d'être mal rémunéré n'a pas d'effet significatif sur la probabilité d'avoir démissionné. Donc ça peut être quelque chose qu'on dit, voilà, quand on quitte son emploi, mais ça ne semble pas être la principale raison, en tout cas telle que mesurée empiriquement. Alors tout le monde ne peut pas démissionner, on le sait bien, ça dépend du métier qu'on exerce, du bassin d'emploi dans lequel on est, peut-être de sa situation familiale, financière. Donc que se passe-t-il lorsque on exerce un emploi, un travail qui fait peu sens à ses yeux et qu'on ne peut pas démissionner? Nous, ce qu'on met en évidence, c'est que ça a un impact sur la santé mentale. Le risque de tomber en dépression, qui est mesuré dans l'enquête conditions de travail par un indicateur de l'OMS, eh bien, on s'aperçoit que la probabilité de déclencher un symptôme dépressif s'accroît significativement lorsqu'on trouve peu de sens à son travail. Et dans la même ampleur pour les ouvriers que pour les cadres. Donc ça aussi, je pense que c'est intéressant à partager parce que on pourrait imaginer que seuls les cadres, les ingénieurs, les personnes diplômées ont un intérêt pour ce qu'elles font concrètement. Eh bien, on s'aperçoit que certes, en moyenne, les cadres trouvent plus de sens à leur travail que les ouvriers, mais privés de ce sens, les ouvriers en souffrent tout autant que les cadres. Et je terminerai par là. Ce qu'on a pu mettre également en évidence, c'est quand on voit peu de sens à son travail, eh bien, on est plus probablement absent pour maladie. On a
beaucoup entendu parler de la flambée de l'absentéisme, que les employeurs regrettent, etc. Et nous, on fait un lien empirique avéré entre perte de sens du travail et absentéisme, que ce soit en termes d'incidence, c'est-à-dire la probabilité d'être absent pour maladie quand on ne l'a pas été, voilà, mais également en termes de nombre de jours d'absence. Donc au total, on pense que les économistes ont tout à fait intérêt à porter attention au sens du travail parce que c'est un facteur qui explique, aux côtés des conditions d'emploi et des conditions de travail que l'on mesurait jusqu'alors, qui explique les comportements des salariés sur le marché du travail. Et en outre, ça a un impact public sur la santé. Donc, c'est vraiment, je pense, un des facteurs qu'il nous faudra à présent prendre en compte. Et qui est effectivement de plus en plus au cœur des débats. Donc, en fait, on se retrouve là très concrètement avec un problème, entre guillemets, parce que vous nous dites, et je trouve ça très intéressant d'amener cette idée de corps et d'esprit, c'est-à-dire que on ne peut pas complètement faire semblant de trouver. On sait qu'on a un travail qui n'a pas de sens, mais finalement, comme vous nous le disiez, on va aller faire du militantisme à côté, ou on va trouver un sens ailleurs que dans notre travail. Mais Coralie Pérez nous dit, c'est quand même assez difficile. C'est un peu comme faire un grand écart. On parle beaucoup d'alignement aujourd'hui. Donc, faire ce grand écart entre finalement, bon, allez, je fais mes 7-8 heures de travail, ça trouve pas de sens, mais j'ai un engagement bénévole à côté, c'est difficile à tenir. Ça impacte, et vous le dites très clairement, sur des choses qui se mesurent très bien en termes d'absentéisme, de démission, mais aussi de santé mentale. Et là, on va y revenir, mais je voudrais vous faire rebondir parce que vous avez travaillé sur cet phénomène de grande démission dont on a parlé ces derniers temps, les médias s'en sont beaucoup fait écho. Est-ce que, du coup, cette perte du travail s'est traduite, c'est un des principaux facteurs, vous le dites, par une grande démission? Vous avez organisé un colloque avec Orientation Durale, Jean-Philippe Teboul, et pour ça, vous avez interrogé 1 millier de candidats. Est-ce que vous avez, vous aussi, trouvé que c'était la principale raison et le principal comportement qui en découlait, perte de sens égale démission? Oui, on a vu ça parce qu'en parallèle, on a interrogé 1 millier de candidats et on a interrogé des DRH de l'économie sociale et solidaire, une centaine, pour voir ce qu'ils avaient pu voir évoluer. Et c'est, comme je vous le disais, une redéfinition de la quête de sens. Et c'est cette notion de sens au travail où, comme vous le savez, on peut mettre pas mal de choses dedans. On peut mettre, OK, la contribution à la société, mais c'est qu'un sens au travail. On peut mettre aussi, ce qui est extrêmement important, la capacité d'une structure à faire en sorte que chaque salarié voit se traduire l'intérêt de ce qu'il fait. Et ce qu'on a pu voir, c'est beaucoup d'impact autour de ces questions de grande démission, où c'est non seulement une baisse des candidatures massives sur certains postes, mais c'est aussi des phénomènes comme le rejet d'une notion dont on n'a pas encore parlé, qui je pense est extrêmement importante, du new management, c'est-à-dire cette tendance qu'on demande non seulement au public et au privé d'être dans le tout quantifiable. Et on a pu voir là aussi un rejet fort de ces notions-là. Et ça s'est accompagné, on y reviendra au besoin, de pas mal de phénomènes assez intéressants qui, à mon sens, sont en lien avec tout ça. De plus en plus, une demande de travail à la carte, qui est un phénomène assez nouveau. Là aussi, on a vu une évolution très forte entre 2019 et 2021. En 2019, si je propose le même poste en CDD et en CDI, j'avais beaucoup plus de candidats pour le poste en CDI. À partir de 2021, c'est inversé. Donc, il y a aussi, en fait, à mon sens, la lecture qu'on peut en avoir, nous, l'individu qui, de plus en plus, va se dire, OK, c'est comme ça que ça marche. Assez souvent, je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de ça va, j'y ai cru, j'ai été déçu. Et maintenant, à l'intérieur de ce qu'on me propose dans le travail, dont le travail dans l'économie sociale et solidaire, je vais prendre ce qui m'intéresse et je vais rejeter ce qui ne m'intéresse pas. Je vais redéfinir ça. Et ce qui est super intéressant, je vous en parlais pendant la préparation, c'est que ça, c'est un phénomène qu'on voyait déjà dans le bénévolat, que Jean-Pierre Worms au CNRS avait beaucoup travaillé, qui montre qu'on était sorti d'un militantisme de dogme où on adhérait entièrement et on se sacrifiait d'une certaine façon. Et on l'a vu, nous, arriver, et ça ressortait des témoignages, très clairement dans le travail. Ce côté, OK, vous m'avez trompé, vous m'avez déçu, dorénavant, je vais piocher uniquement ce qui m'intéresse dans ce monde du travail.
Et ça, est-ce que finalement, vous disiez les cadres, les ouvriers, est-ce que dans tous les postes, dans tous les types d'entreprises, dans tous les âges, est-ce que tout le monde peut avoir cette posture? Ou est-ce que finalement, certains sont coincés et ne peuvent pas avoir cette liberté quelque part face à ces choix, à ces contraintes? Il y a certains secteurs ou certains postes où c'est beaucoup plus compliqué, et pour les recruter et pour les recruteurs. C'est-à-dire, si je prends un exemple, l'un de mes clients, Habitat et Territoire Conseil, qui fait du conseil en habitat social. Donc, on vend du conseil. Ils ont augmenté par 3 la possibilité de télétravail sur 2-3 ans. Et aujourd'hui, on met des annonces en disant, vous pouvez travailler dans n'importe quelle ville à côté d'un TGV. Pour eux, c'est possible. Et par rapport à ce besoin d'avoir quelque chose qui correspond plus, c'est beaucoup plus possible. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué pour ceux de mes clients qui gèrent des établissements médico-sociaux. Parce que les gens que vous accompagnez, les bénéficiaires, vous ne pouvez pas vraiment les accompagner en visio. Il faut des gens présents. Et là, on travaille beaucoup là-dessus pour essayer de trouver des solutions, parce qu'eux sont de loin les plus touchés par ce type de phénomène, parce qu'ils doivent fermer s'ils n'ont pas les personnes pour gérer les centres. Et on voit quelque chose de très intéressant, comme quoi on est aussi dans du symbolique très, très fort, qui est plus les dirigeants des centres médico-sociaux participent aux astreintes, plus ils ont de candidats et plus ils ont des gens qui restent. Et je le mets en rapport, pour l'anecdote, on s'aperçoit de ça il y a quelques mois, et j'en parle avec ma coiffeuse dans le 20e. Et elle me raconte une anecdote marrante qui me dit qu'elle avait un mal fou à trouver des apprentis. Elle a rajouté dans l'offre d'emploi qu'elle aussi participait au week-end d'astreinte. Elle a immédiatement eu les candidats en question. Alors, vous êtes effectivement, Jean-Philippe Teboul, à continuer à dérouler le fil, parce que vous nous avez parlé du new management, et là, quelque part, vous arrivez sur quelle solution pour embarquer et pour réembarquer. Et donc, on va effectivement y venir, mais avant, je voudrais refaire un petit détour quand même sur ce que vous nous avez dit tout à l'heure, Coralie Pérez, sur les impacts de la perte de sens, notamment en termes de santé mentale, de dépression, d'absentéisme. Et il y a une sorte aussi de cynisme, je trouve, dans cette réponse qu'on apporte à la perte de santé mentale. Attention, baisse de productivité. Donc, il faut absolument qu'on s'empare de cette question. Et forcément, c'est très quantifiable, mesurable comme approche, et c'est absolument pas très humain, je trouve. Comment est-ce qu'on peut poser les causes de cette perte de sens du travail? On a vu les conséquences. Je voudrais voir les causes. Est-ce que le new management dont parlait Jean-Philippe est l'une des principales causes? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors effectivement, c'était une des hypothèses qui guidait aussi notre recherche, puisque souvenez-vous, la genèse de notre travail, c'était de voir ces salariés placés dans des entreprises en restructuration qui perdaient le sens de leur travail. Donc effectivement, nous, on pense qu'une des causes majeures de cette perte de sens, qui cristallise en quelque sorte une déception par rapport au travail tel qu'il est organisé dans les entreprises et les organisations plus largement, eh bien, c'est dû justement au mouvement de fusion, de restructuration qui ont eu lieu dans les années 80-90, avec cette financiarisation de l'économie, où finalement, comme je le disais tout à l'heure, les centres de décision se sont éloignés des travailleurs. On a vu aussi se développer du reporting, le management par le chiffre, ce management désincarné dont parle la sociologue Marianne Dujarier, où finalement, pour s'assurer et assurer les têtes de réseau des rendements de l'entreprise, les rendements de l'activité, eh bien, il faut tracer, optimiser l'activité et rendre compte via des indicateurs chiffrés qui souvent, pour les salariés, ne reflètent pas la qualité de leur travail. Alors, on a tenté de mesurer cela en disant: on va retenir finalement 3 indicateurs. On va regarder quel est l'impact de la fréquence des changements organisationnels sur le sens du travail, l'impact du fait d'avoir des objectifs chiffrés, et puis le fait de travailler en sous-traitance, puisque on a vu ces mouvements d'externalisation s'accroître considérablement depuis les années 80. Et on s'aperçoit effectivement que le sens du travail dépérit avec la fréquence des changements organisationnels sur les 3 dimensions dont j'ai
j'ai parlé, moindre sentiment d'être utile aux autres, moindre cohérence éthique, moindre capacité de développement. De la même manière, quand on a des objectifs chiffrés, a fortiori quand on n'a pas eu en tant que salarié son mot à dire sur les objectifs en question, eh bien c'est délétère pour le sens du travail. Et enfin, on trouve moins de sens à son travail dans une entreprise placée en situation de preneur d'ordre que dans une entreprise placée en situation de donneur d'ordre. Alors ça, c'est pour le secteur privé, mais on retrouve la même chose dans le secteur public par le fait, eh bien voilà, de devoir faire autant, si ce n'est plus, avec moins de ressources. Et puis là aussi, des contraintes mises sur le management chiffré pour pouvoir rendre compte de l'activité, ce que vous appelez le new management public. C'est tout à fait ça, c'est cette déclinaison dans le secteur public des modes de gestion et d'organisation du secteur privé. Donc on a là, selon nous, une des principales causes de ce sentiment de perte de sens du travail. Et ce sont donc dans les organisations, à nos yeux, que l'on peut trouver les leviers pour redonner du sens au travail. Et on va y venir sur ces leviers. Encore un point que je voudrais aborder avec vous, Jean-Philippe Teboul. Dans ce que j'entends, il y a effectivement la façon dont les collaborateurs, les salariés sont partie prenante ou non des décisions, subissent des restructurations ou non, subissent des cascades de N+1, N+2, etc. dans le management. Je vais vous poser une question naïve exprès. Dans l'ESS, parmi les grands principes de l'ESS, il y a cette gouvernance nouvelle, cette gouvernance différente, avec souvent des organisations qui sont plus horizontales. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire, donc l'ESS devrait être épargné grâce à ces modes de gouvernance. Est-ce que c'est le cas et pourquoi ce n'est pas le cas? Très clairement, ce n'est pas le cas, parce que très clairement, c'était pire dans l'économie sociale et solidaire qu'ailleurs, pour cette raison-là. C'était pire pour plusieurs raisons. Il y a toujours eu, et Dieu sait qu'on se bat depuis 10 ans sur le sujet vis-à-vis de nos clients, il y a toujours eu un côté dans le ESS, dans la façon de traiter des salariés, qui pourrait se résumer par « on a déjà nos œuvres, on fait déjà quelque chose de bien ». Donc on n'a pas à faire d'efforts. Donc on n'a pas à faire d'efforts. Pour encore plus donner du sens. Il y est déjà, c'est ça? On n'a pas à faire d'efforts pour l'équilibre pro-perso des salariés. Parce que vous pouvez en plus ajouter quelque chose à ça, quelque chose qui est très très fort dans l'ESS, qui est quand même avec beaucoup d'orgas d'obédience catholique, la notion qu'elle soit tacite ou qu'elle soit explicite, et malheureusement souvent elle est tacite, la notion de sacrifice judéo-chrétien. Il y a un côté très clair qui est on souffre pour les damnés de la terre et ce ne serait pas une bonne chose que nos salariés soient trop bien. Vous voyez? Et en plus, d'un point de vue très pratique, malheureusement, beaucoup de DRH, sur quoi ils pouvaient s'appuyer depuis plusieurs décennies, sur un réservoir de petits jeunes avec la vocation. Ils avaient la vocation, ils voulaient un métier avec du sens, sinon rien. Et du coup, ils se disaient, s'ils ne sont pas bien, s'ils s'en vont, on a juste à diffuser une offre dans 2-3 listes mail associatives gratuites en plus des 3/4 du temps. On aura plein de gens qui reprendront ça. Donc, c'était pire. Et pour le coup, j'entends beaucoup de DRH, RRH de l'ESS depuis 3-4 ans qui disent « mais c'est une excellente nouvelle ». Parce qu'on tentait de convaincre les directions générales qu'il était temps qu'on change, qu'il était temps qu'on prenne en compte cette demande. Parce que non, ce n'est pas sain quand les gens s'en vont au bout de 2-3 ans, ce n'est pas sain pour eux et ce n'est pas sain pour la structure. Donc, ils disent, là, c'est une excellente nouvelle parce que vu que maintenant, on n'a plus les candidats, on est obligé, dès le début, de s'améliorer. Donc, il n'y a pas un secteur qui échappe comme l'ESS. Donc, tout le monde ne peut pas démissionner. Donc, on fait quoi? On y vient à ces fameux leviers pour effectivement retrouver, redonner du sens au travail. Coralie Pérez, effectivement, cette question, je crois que c'est le terme que vous avez employé quand on a préparé cette conférence. Vous avez dit cette question, elle est tout sauf cosmétique. Et effectivement, il ne s'agit pas simplement de prendre en compte la santé des salariés pour plus de productivité ou autre. Non, pas du tout. Elle est vraiment essentielle parce qu'elle elle questionne toute l'organisation du monde du travail de façon structurelle. Et c'est là que j'aimerais que vous nous questionniez, que vous nous ameniez à nous proposer quelques leviers pour que l'on puisse réembarquer le monde du travail.
Oui, alors juste avant, je voudrais, juste prolonger, ce que disait Jean-Philippe Bien sûr. Teboul. C'est vrai que, on a longtemps peut-être aussi pensé et peut-être c'est, d'ailleurs, dans un coin de notre tête que le sens du travail, c'est l'utilité sociale. J'ai un métier vocationnel, donc je trouve du sens. Heu, Précisément, on ne trouve pas de sens si on n'est pas placé dans des conditions qui permettent aussi de bien travailler, de bien faire son travail. Et donc ça, c'est important pour comprendre. Alors, il y a le problème de l'ESS que vous souleviez, mais on sait qu'on a moins d'enseignants qui se présentent sur les postes au concours, que les magistrats démissionnent, les infirmières démissionnent. Donc, tout ça doit nous interpeller et nous amener à considérer ensemble ces 3 dimensions du sens dont je parlais, précédemment. Alors si, justement on en vient, au levier, je pense que ce qui est interpellé, par, ce déficit de sens, c'est effectivement, les modes de gouvernance des entreprises, les modes d'organisation du travail et les modes de management. Alors sur les modes de gouvernance, effectivement, je crois que, il faut remettre de la démocratie en entreprise. Il faut faire que les salariés qui sont experts de leur travail soient davantage acteurs des changements qui les concernent. Alors, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de l'effet délétère de la fréquence des changements organisationnels sur le sens du travail. Grâce à l'enquête conditions de travail, on a les moyens de savoir, pour un salarié qui a vécu des changements organisationnels, s'il a été informé de ces changements, s'il a été consulté sur ces changements et s'il a eu le sentiment d'avoir une influence sur ces changements. Et le résultat tout à fait inédit et je pense très intéressant, c'est que d'abord, il y a moins de 2 salariés sur 10 qui ont été consultés et qui ont eu le sentiment d'avoir de l'influence sur le changement. À peine la moitié des salariés sont informés des changements qui les concernent. Donc, c'est pas le fait d'être confronté à des changements qui est problématique pour un salarié. Autrement dit, il n'y a pas de résistance au changement. C'est simplement que souvent, les salariés ne sont pas informés, consultés et n'ont pas leur mot à dire sur ces changements. Donc ça fait référence à des problèmes de gouvernance dans les entreprises. C'est pour ça que dans l'ESS, les structures comme les coopératives, les SCOP, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, sont des structures qui sont d'ailleurs en croissance ces dernières années et qui semblent plus propices, en tout cas en moyenne, à constituer des environnements plus démocratiques, en tout cas dans lesquels les salariés peuvent participer aux décisions. Alors, si j'en viens rapidement à l'organisation du travail, ça, j'ai des collègues qui montrent que probablement en France, il y a sans doute un petit problème, au sens où le management semble plus vertical et plus autoritaire que dans d'autres pays, et notamment dans les pays d'Europe du Nord. Donc, il faudrait s'interroger là-dessus. Il y a des expériences telles que les entreprises libérées qui montrent qu'il est possible d'organiser le travail et de gérer la main-d'œuvre différemment que de manière verticale et autoritaire. Donc, il y a des expériences, elles existent, donc il faut peut-être se les approprier plus largement, y compris dans les écoles qui forment les managers. Et voilà pour l'essentiel. Donc ça, c'est sur la gouvernance démocratique. Ensuite, vous avez parlé de l'organisation du travail. Vous aviez cette troisième levier que vous disiez sur le management directement. Voilà, sur le management, pour avoir présenté plusieurs fois l'ouvrage, ce que disent souvent les dirigeants d'entreprise, c'est qu'il nous faut des managers plus bienveillants. J'aimerais quand même attirer l'attention sur le fait que les managers, ils sont pris, je dirais, un peu entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes les directions des entreprises qui leur demandent des comptes sur l'activité, et puis les collaborateurs qui font ce qu'ils peuvent. Voilà. Donc, bien sûr que le management doit être bienveillant, mais je dirais que la problématique, elle est plus structurelle que seulement d'inviter les managers à être davantage bienveillants. Et pour revenir au sous-titre de notre ouvrage, qui est une aspiration révolutionnaire, ça peut sembler intriguant, mais en fait, on voit bien que quand on pose la question du sens du travail, on pose la question du pouvoir dans les entreprises. Voilà, parce que manager, c'est aussi exercer une forme de pouvoir et finalement être dans des attitudes plus responsabilisantes, plus, je dirais, en confiance par rapport à ce que font les salariés, eh bien, c'est
prendre une certaine distance par rapport à ce pouvoir, l'exercer autrement, le répartir autrement. On voit par exemple que dans les pays d'Europe du Nord, on a des modes d'organisation dits en organisation apprenante, avec des structures beaucoup plus horizontales, où on fait davantage, je dirais, confiance aux salariés. Il y a un apprentissage en continu du travail. Donc ces formes d'organisation existent, mais en France, elles sont particulièrement sous-représentées. Alors, j'ai envie de finalement, quand vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une déception par rapport, au travail et du coup, c'est cette question de la perte de sens du travail. Mais finalement, quand je vous entends, je me demande si ça n'est pas une déception, mais une prise de conscience, finalement, de tous les dysfonctionnements de l'organisation du travail et du monde du travail. Oui, je pense que vous avez raison. On peut l'interpréter, comme ça. Il y a quand même un paradoxe, hein, c'est qu'on a une population active de plus en plus diplômée. Et quand on regarde les statistiques sur les conditions de travail, on a une forme de baisse de l'autonomie du travail depuis la fin des années 90. Effectivement, je pense que c'est vrai pour les jeunes et les moins jeunes, mais travailler dans des organisations où on a de moins en moins de marge de manœuvre, où il y a une standardisation du travail, un management par le chiffre qui peut être vécu comme infantilisant et même contradictoire avec le sentiment de bien travailler, eh bien, crée cette déception et peut-être provoque des réactions de mise à distance du travail, hein. C'est-à-dire on y va, mais voilà, on essaye de limiter son engagement, même si c'est difficile. Souhaite-t-on être moins en CDI qu'en CDD? Bon, je dis peut-être parce que ça, je pense que ça reste peut-être à valider d'un point de vue statistique, hein, mais j'entends ce dont vous nous avez fait part en termes d'expérience. On pourrait, voilà, penser que les salariés se mettent d'une certaine manière en retrait d'organisations dans lesquelles ils ne se sentent pas bien pour travailler. Vous aussi, vous avez constaté effectivement dans ce secteur de l'ESS cette prise de conscience et vous me disiez même que finalement vous aviez constaté une maturité et presque une maturité politique des gens et des salariés qui travaillaient dans ce secteur de l'économie sociale et solidaire. Très clairement, ils sont les gens de moins de 30 ans avec qui je discute, que ce soit jeunesse scolarisée, jeunesse non scolarisée, ainsi de suite. Ils sont beaucoup plus matures politiquement d'une part que ma génération. Ils sont beaucoup moins dogmatiques. Ils sont moins dans le dogmatisme marxiste, ça on le savait, mais ils sont aussi moins dans le dogmatisme libéral. Ils ont beaucoup plus une lecture systémique. C'est-à-dire, ça fait 15 ans qu'ils ont vu énormément de grandes entreprises dire on fait du développement durable, on fait de la RSE, ainsi de suite. Moi, je me retrouve avec un type de question que je vais entendre que je n'aurais jamais entendu il y a 4 ans. Nous, on refuse la plupart des missions développement, de recruter pour la plupart des missions développement durable de grosses boîtes. Et la raison pour laquelle on le fait, c'est qu'assez souvent, quand on demande quel budget l'ensemble des efforts RSE au développement durable représente sur un an d'investissement annuel de la boîte, soit c'est ridicule, soit personne n'a l'info. Mais sauf qu'aujourd'hui, des jeunes de 23 ans nous disent ça, nous disent non. Donc, ils ont cette vraie maturité. Ils sont beaucoup moins manichéens. C'est ça aussi que payent mes clients. C'est le côté, ils sont beaucoup moins dans le côté, il y a les gentils associatifs d'un côté, il y a les grosses méchantes entreprises de l'autre, et ils ont aussi une maturité vis-à-vis de ce qu'ils attendent du travail. Et ça, c'est intéressant, et je réfléchissais à ça quand Coralie Pérez, vous interveniez tout à l'heure sur à quoi ils réagissent. C'est d'une certaine façon, où est l'absurdité là-dedans? Est-ce que le fait qu'une nouvelle génération soit beaucoup plus opportuniste et mette une pression pour qu'il y ait une évolution vers des modes d'organisation plus sains, c'est pas beaucoup moins absurde que des employeurs, que ce soit des employeurs publics ou des employeurs privés, qui rentrent dans de l'efficacité pour de l'efficacité et qui rentrent dans du chiffre pour du chiffre. Donc, je vois cette maturité et personnellement, je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir, c'est quelque chose qui me rend plutôt très optimiste sur ce que ça peut donner sur 5 à 10 ans. Sous la condition, vous parliez de validation de cette statistique, il y a une autre validation qui va venir dans le temps, qui va être qu'est-ce qui va se passer lors de la prochaine crise de l'emploi et est-ce que cette demande, elle va se maintenir? Effectivement, ça c'est une interrogation. On va
pas forcément avoir le temps d'y revenir parce qu'on va laisser la parole et si vous avez des questions, mais finalement, peut-être pour terminer sur, comme vous, une note positive, est-ce qu'on ne peut pas finalement se dire que cette question du sens du travail qui nous a amené à réfléchir à la perte de sens n'est qu'en fait qu'une très bonne nouvelle parce qu'une reprise du pouvoir, vous parliez de partage du pouvoir dans le travail, et finalement une reprise progressive du pouvoir par les salariés, les collaborateurs. Et dans les leviers que vous abordiez, Coralie Pérez, vous avez finalement beaucoup parlé de leviers structurels qui sont liés aux entreprises et donc liés à des décisionnaires qui ne sont pas individuels, qui sont plutôt structurels ou systémiques. Est-ce que individuellement, et je demande ça parce que juste après cette conférence, il y a un atelier sur l'ikigai, qui est cette notion japonaise d'alignement dans le travail par rapport aux attentes de la société et à ce que nous pouvons y apporter. Est-ce qu'individuellement, finalement, nous avons aussi des choses et des leviers à apporter dans cette question du sens? Peut-être pour conclure rapidement tous les deux. Individuellement, oui, je pense qu'aujourd'hui, chacun peut, en commençant sans doute par sa propre situation, faire en sorte d'encourager un monde où, quand on y réfléchit, aujourd'hui, rien n'empêche d'arriver dans une société où, pas seulement en France, mais dans le monde entier, chacun s'épanouit dans son travail. Dans les différentes expérimentations qui a eu lieu autour du revenu universel un peu partout depuis 50 ans, on a vu qu'assez souvent, quand on met en place un revenu universel, il se passe la même chose. Les gens arrêtent de bosser pendant 6 mois et après, ils rebossent, mais ils vont rebosser vers un boulot qui leur correspond. Donc, je pense que si on commence d'une part par se dire il est possible pour moi, sur 3 ans, pour 5 ans, de trouver le bon équilibre là-dessus, on peut arriver à faire en sorte qu'on arrive petit à petit vers une société où chacun puisse trouver une place où il peut s'épanouir dans son travail. Rien en termes de ressources, rien en termes d'évolution des technologies ne nous interdit de nous rapprocher de ce type de société. Coralie Pérez, c'est aussi votre constat, votre avis? Alors, je pense en tout cas qu'il est sain de se poser la question pourquoi je suis mal au travail, et plutôt que de se la poser seul en pensant qu'on a un souci, c'est plutôt de donner une dimension collective finalement à cette quête de sens. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de se dire que c'est des dysfonctionnements, voilà, organisationnels, plus structurels, qui génèrent finalement un mal-être qui est souvent vécu, en témoignent les burn-out, hein, comme quelque chose de profondément individuel. Et dans cette lien finalement de l'individu avec le collectif, je pense aussi que, alors je ne sais pas si le revenu universel est la bonne solution. Je crois que l'enjeu énorme que constitue la transition écologique et la nécessaire redirection de beaucoup d'activités en relation avec ces préoccupations environnementales, elle doit nous amener justement à nous poser la question de la finalité du travail et comment collectivement diriger notre énergie vers la production de biens et services qui soient compatibles avec notre existence sur Terre et avec aussi le fait de prendre soin des uns et des autres dans une société vieillissante. Donc voilà, je dirais que ce sont des questions qu'on peut se poser individuellement, mais dont les réponses sont nécessairement collectives. Merci à tous les deux pour cet échange. Je retiens donc on est parti du sens, de la perte et on arrive à la quête. Donc je trouve que c'est plutôt progressif et plutôt avec une belle, voilà, pour terminer. Si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas, voilà. Oui, on vous écoute. On va les prendre une par une et puis on répondra au fur et à mesure. Allez-y. Déjà, merci beaucoup pour la qualité des interventions aussi, de la modération. C'est très intéressant. Moi, j'avais une question en fait un peu en lien avec le dernier point, c'est-à-dire la dimension, le niveau individuel. Coralie Pérez, à un moment, vous avez dit que deux des dimensions en fait du sens du travail, c'était la capacité à pouvoir se reconnaître dans son travail et aussi la possibilité de s'y exprimer. Et là, est-ce qu'il n'y a pas tout un travail en amont en fait à faire au niveau de la famille, au niveau de l'éducation, en fait l'apprentissage de se connaître soi-même
justement pour arriver aussi, je sais pas, sur le marché du travail, en sachant un petit peu plus sur quel type de métier et quel type de domaine dans lequel travailler dans lequel on va pouvoir acquérir un certain sens. Votre question, c'est comment on s'éloigne des injonctions et des schémas que l'on attend de nous, ou on attend de nous certaines choses, certains métiers, et comment est-ce qu'en se connaissant mieux, on va plutôt aller vers quelque chose qui déjà nous épanouit? Il y a ça, mais est-ce que même au niveau de l'éducation, du système éducatif français, il n'y aurait pas une manière de réorienter les apprentissages, pas uniquement pour acquérir de la connaissance, je veux dire de la connaissance en historiographie, mais aussi de la connaissance de soi. En savoir-être. Est-ce que l'un des deux, vous voulez... Je pense que là, j'ai une lecture optimiste et une lecture pessimiste de ce type de questions. Je pense que c'est en cours et tout est prêt pour qu'il y ait cette évolution du discours éducatif parce que c'est le cas d'une partie de la population. Moi, j'ai 50 ans, mes parents en ont 70-80 et ils sont d'une génération qui avait un discours, du moment que tu as un toit, le reste, on s'en fout, c'est déjà important d'avoir un toit. Et quand je vois la génération des amis de mon âge parents, on voit beaucoup plus effectivement un discours qui est de dire tu peux t'épanouir par ton travail. Ça, c'est plutôt le bon côté qui montre que la société est prête à ce que l'éducation nationale s'adapte à ce type de discours. Par contre, pour l'anecdote, ce qui peut rendre un peu plus pessimiste, on fait pas mal d'accompagnement RH et on a parmi les gens qui bloquent un peu au changement des cadres de 40 à 50 ans qui veulent absolument maintenir des rites que je trouve dépassés et pas forcément sains, de se prosterner devant le N+1, N+2, N+3. Ils veulent absolument maintenir les réunions où on doit faire ceci, le disent en d'autres termes. Et quand on creuse, notre boulot des fois c'est de creuser et de dire non, on sent un blocage, et à un moment il faut que vous lâchiez le blocage en question. On a eu pas mal de réactions du type mais pourquoi moi, il y a 20 ans, j'ai eu ça, et pourquoi eux, ils n'auraient pas à le payer? Donc il faut qu'une génération accepte que ce soit plus agréable pour la nouvelle génération. Et pour aller peut-être dans le sens de madame, on a sur les CV de plus en plus ces fameux soft skills ou savoir-être. C'est quelque chose qui apparaît de plus en plus. Donc, est-ce que ce n'est pas pris en compte de plus en plus par les recruteurs? Ou est-ce que c'est juste une mode? Plus ils ont du mal à trouver quelqu'un en termes de salaire et plus ils ont du mal à trouver les bons diplômes, les bonnes expériences, plus ils vont se dire OK, on va considérer que les soft skills sont quelque chose qui peut rattraper le fait que les diplômes soient pas présents. Dans un rapport de force, c'est quelque chose qui peut rentrer en compte. Après, pour le coup, sur les soft skills, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve une bonne approche, mais ce sera un autre sujet, c'est qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais soft skills, c'est juste avoir une équipe où on a une complémentarité de soft skills qui marche. Et là aussi, on en revient au collectif que vous abordiez tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Plusieurs mains levées. Aurélie distribue merci le micro. pour cet échange. En fait, j'aurais, on va dire, deux questions. La première, c'est aussi une question d'actualité avec l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a justement dans ce que vous avez souligné, Jean-Philippe Teboul, c'est au niveau de s'épanouir à côté aussi du travail. Et il y a forcément la question de l'IA qui pourrait potentiellement être une solution d'épanouissement des individus en laissant, on va dire, le travail laborieux aux IA et permettre un travail beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus émancipateur pour nous. Du coup, voilà cette question. Et si ce discours-là, c'est un discours qui serait plutôt réaliste ou non, ou utopique. Et la deuxième question, ce serait aussi par rapport plutôt au gouvernement. C'est-à-dire, j'ai l'impression de ressentir quand même une certaine dichotomie entre justement ce que les individus ressentent par rapport à leur travail et la réponse des gouvernements sur même la valeur travail et le fait que, en tout cas pour ce qui est du gouvernement, une demande de plus de travail de la part des gens, alors qu'on a quand même un phénomène assez global on en a ras-le-bol de notre travail, quoi. Voilà. Merci pour ces deux questions. Alors sur la première, et finalement c'est une question qu'on se pose avec l'IA, mais qu'on s'est posée plusieurs fois dans l'humanité, est-ce que la technologie libère l'homme, libère le travailleur ou pas? Qui veut répondre?
Je veux bien dire un mot parce que, on a conduit avec des collègues tout un programme de recherche. Alors, c'était les prémices de l'IA, c'était sur la digitalisation dans plusieurs secteurs d'activité, dont le secteur bancaire. Et un résultat, qui est largement partagé, hein, qu'on a mis en évidence, c'est que, bon, d'une part, il n'y a pas de déterminisme technologique, hein. C'est-à-dire qu'une même technologie peut faire l'objet de choix organisationnels différents et être déployée de manière différente, tant en termes d'intensité que de modalités de déploiement différentes. Je vais vous prendre un exemple dans le secteur, bancaire. La digitalisation, des activités, bancaires peuvent, dans certains cas, effectivement, être employées pour alléger, les conseillers bancaires des tâches, les plus répétitives, à moindre valeur ajoutée, et donc avec un enrichissement donc des compétences, pour les salariés concernés. Mais dans d'autres réseaux bancaires, aboutir à une segmentation du travail avec certains, salariés embauchés avec des diplômes relativement faibles, faisant un travail, répétitif, d'accompagnement, on va dire, de la digitalisation, et d'autres, finalement, avec un travail enrichi. Dans la logistique, autre secteur que nous avons investigué, on s'est aperçu, alors qu'on a tout à fait la technologie pour avoir des entrepôts totalement automatisés, où on aurait radicalement, retiré toute pénibilité physique, eh bien, on a vu que selon les enseignes, eh bien, des choix très différents, étaient faits pour des raisons aussi économiques, le fait que quand on automatise complètement, on fige en quelque sorte l'investissement. Donc on peut penser, en tout cas c'est, l'hypothèse sur laquelle on travaille, que, l'IA, ne va pas nécessairement émanciper totalement tous les travailleurs, des activités, routinières, et cetera. Ça peut aboutir dans certains cas, à ça, à enrichir le travail, et dans d'autres cas, à ce qu'on appelle aussi en économie un néo-taylorisme digital, c'est-à-dire un approfondissement, du taylorisme. Donc je pense que là, tout est ouvert et il y a beaucoup de travaux engagés actuellement, pour essayer d'y voir plus clair. Mais là aussi, on voit qu'en fait, c'est la décision et de la structure et de l'organisation du travail qui va changer selon les Absolument. structures. C'est l'idée qu'il n'y a pas de déterminisme technologique, que selon les secteurs, la concurrence entre les organisations à l'intérieur d'un secteur, l'exposition au marché, eh bien, c'est différents choix qui pourront être faits. Effectivement, il y a 40 ans, 50 ans, on pensait que les technologies allaient résoudre la faim dans le monde. Et c'était vrai, c'est-à-dire qu'on regardait encore une fois sur papier, les technologies auraient pu permettre de guérir la fin du monde. On est aujourd'hui à 700 millions de personnes qui ne sont pas suffisamment nourries, 1,3 milliard qui sont mal nourries pour des raisons économiques. Aujourd'hui, ce qu'on voit de l'IA dans le recrutement, c'est catastrophique. On voit, nous, la plupart de nos concurrents qui ont baissé IA et automatisation aidant de 40% les coûts, parce que la première sélection de candidats, il n'y a plus d'intervention humaine. Quand vous avez 100 candidatures, vous en avez 70 qui sont rejetées par un algorithme avec des conséquences qui vont être catastrophiques en termes de compréhension par les demandeurs d'emploi, en termes de variété de choix, là, en termes de complémentarité d'équipe, je vous en parle même pas. C'est ce type de compétences qu'on voit. On voit beaucoup de cadres qui en ont marre de leur boulot parce que les algorithmes ont piqué tout ce qui était rigolo. En fait, assez souvent, on demande de choisir. Moi, je vois, ça fait 10 ans, 13 ans que j'ai créé Orientation Durable. La différence d'intérêt du boulot de mon conseiller bancaire LCL par rapport à il y a 13 ans, mais c'est catastrophique. Il y a encore 10 ans, on était dans un rapport de personne à personne. Il était d'accord ou elle était d'accord, pas d'accord. Mais il y avait du rapport de force, il avait quelque chose à dire. Aujourd'hui, les rendez-vous, mais mon Dieu que c'est gênant. On lui donne les données, il tape dans l'ordi, et il est là pour se faire engueuler à la place de la machine. Et quand vous regardez une bonne partie des gens qui bossent dans les supermarchés, qui sont à côté des caisses automatiques, c'est aussi ça leur boulot. Ils sont là quand il y a un dysfonctionnement de la machine pour se faire engueuler. Donc, pour que les entreprises et les gouvernements utilisent la technologie pour ce qui est encore une fois tout à fait possible sur papier, l'épanouissement du plus grand nombre, tout en faisant en sorte que les ressources écologiques soient préservées, il faut du rapport de force. Est-ce que ça passera par des grèves, de nouvelles formes de grève du travail ou autre chose? Je ne sais pas. Mais ces rapports de force-là vont être indispensables pour que toutes ces évolutions technologiques se traduisent par un mieux-être.
Alors, est-ce qu'on peut rapidement répondre à la deuxième question de madame sur la dichotomie en fait, entre la valeur travail qui est prônée encore très largement par nos dirigeants et par le ressenti que nous avons, nous? Parce qu'il y a deux autres questions dans la salle que je voudrais qu'on puisse prendre. Est-ce que vous voulez bien répondre à cette deuxième question? Je veux bien dire un mot rapide. C'est vrai que nous, on a pris soin de ne pas parler de valeur travail pour parler de sens, parce qu'effectivement, derrière la valeur travail, il y a toujours un peu l'idée d'une injonction culpabilisante à travailler. Donc, et puis, je trouve que votre question, ce qu'elle met en lumière, c'est que les politiques parlent plus souvent d'emploi que de travail. Il faut créer des emplois, il faut préserver les emplois, mais sans finalement, encore une fois, prendre en considération ce que l'on fait quand on est en emploi. On travaille et donc c'est bien l'activité de travail qui est en souffrance et sur laquelle on a souhaité mettre l'accent. Et je dirais que cette prééminence de l'emploi, elle est derrière les décisions aussi de politique publique lorsqu'on veut inciter financièrement les demandeurs d'emploi à retourner plus vite à l'emploi. Sans se Finalement, poser finalement la question de la qualité du comme travail. si l'incitation monétaire était, je dirais, le principal moteur. Voilà, donc ça, c'est encore très, très présent, je pense, dans nos mécanismes. Il y a une chose qui m'inquiète là-dessus, j'y réfléchis, merci pour votre deuxième question, dans ce décalage entre les gouvernants et cette nouvelle demande. Quels sont les jeunes qui vont dans les partis politiques? On les croise, nous, parce qu'assez souvent, on débauche des hauts fonctionnaires, on a embauché plusieurs anciens ministres dans les ONG, donc il y a un lien entre ce monde de l'ESS et ce monde du politique. Les jeunes qu'on voit, on peut les appeler Fayot du premier rang, des gens passionnés par le travail, mais ce ne sont pas les mêmes que la plupart des jeunes, là je vous parle des moins de 30 ans, avec qui on discute. Il y a une génération particulière, peut-être un peu trop attachée à cette valeur travail, un peu trop dans l'ancien monde, qui est aujourd'hui assez dominante dans pas mal de partis politiques. Ce qui peut amener, à mon sens... Cette dichotomie dont c'est ça, madame. Et qui peut que renforcer pendant un moment cette dichotomie dont on parle. Et là, c'est un changement de conscience qui, effectivement, prend du temps. Il y avait une question ici, et après, monsieur, j'avais noté que vous aviez une question. Alors, rapidement, pour qu'on puisse les prendre. En fait, ça rejoint un peu la première question qui a été posée tout à l'heure, mais cette fois-ci, je souhaiterais me concentrer un peu plus sur les tâches humaines. Est-ce que vous avez constaté un lien entre la perte du sens au travail et l'hyper-spécialisation des tâches des employés au détriment d'une certaine polyvalence qu'on pouvait retrouver peut-être un peu plus, on va dire, il y a quelques années et quelques décennies? Ou est-ce que vous avez constaté l'effet inverse, justement une plus grande polyvalence au détriment peut-être d'une certaine expertise dans les tâches des salariés? Donc voilà, c'était ce type de question que je souhaitais vous poser concernant les tâches humaines. Merci. C'est une question extrêmement intéressante. Malheureusement, au grain de l'enquête statistique, on n'a pas pu aller à ce niveau fin. Mais je vous remercie pour cette piste de recherche tout à fait intéressante. Je tenterai quand même un élément de réponse par rapport à l'hyper spécialisation, c'est que ça renvoie à deux des dimensions du sens. Tout d'abord, la capacité de développement, être en capacité justement d'exprimer sa créativité, ça suppose d'avoir des marges de manœuvre et ça suppose aussi de ne pas être dans la répétition des tâches. Donc, ça plaiderait plutôt en termes d'hypothèse pour l'idée qu'une forme de polyvalence permet d'avoir un travail au contenu cognitif peut-être plus riche. Et puis sur la dimension, je dirais, cohérence éthique, être en capacité de faire du bon travail, je crois que vous faisiez référence à l'expertise. Je pense que quand on a un métier avec des exigences professionnelles, des normes professionnelles, devoir l'exercer dans des conditions qui ne permettent pas d'agir en bon professionnel, c'est tout à fait délétère pour le sens du travail. J'évoquais tout à l'heure la question des soignants, des infirmières, qui, on le sait, quittent en masse l'hôpital public. C'est souvent les récits qu'elles font, c'est-à-dire qu'elles savent bien travailler, mais elles ne sont pas en capacité de pouvoir faire preuve de leur expertise et de leur savoir professionnel dans des organisations qui les poussent à travailler toujours
plus vite, etc. En tout cas, c'est une piste de recherche tout à fait intéressante que d'aller à ce niveau-là des tâches. Vous vouliez ajouter quelque chose, Jean-Philippe Teboul? D'un point de vue, là on est vraiment complémentaires pour le coup, d'un point de vue plus micro, il y a un truc qui est très pratique quand on cherche du boulot. On retrouve dans l'ESS le même phénomène que dans l'économie plus classique, c'est-à-dire il y a énormément de division du travail et des tâches hyper spécialisées dans les très grosses structures. Il y a des acteurs comme Groupe SOS, Croix-Rouge, Auteuil, on est à plus d'1 milliard d'euros d'activité. Par contre, on peut tout à fait privilégier des structures à moins de 10 salariés, où là, on est très peu dans l'hyperspécialisation, on est énormément dans du multitâche. Et là, c'est intéressant du coup de revenir à la première question où il faut se connaître aussi et savoir ce qui nous fait du bien et comment on peut s'épanouir. Et ça, c'est propre à chacun. Et c'est à nous de réfléchir là-dessus. Merci. Une dernière question, Oui, monsieur. Oui, merci de prendre la question. J'ai une question vraiment très, très simple, même basique. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de l'amélioration du gain du sens du travail? L'amélioration du gain du sens du travail, l'amélioration c'est-à-dire ou le gain du sens au travail. Là, on a parlé au bout de 10 minutes, on a ripé sur la perte. Oui. Comment peut-on parler éventuellement du gain, de ce que ça amène, du sens de travail? D'avoir plus de sens de travail, c'est ça? Amélioration. Ouais. Typiquement, il y a des démissions négatives, c'est-à-dire qu'on quitte son job parce qu'on est malheureux, mais il y a comme des démissions positives parce qu'on trouve mieux à côté. Donc là, on a parlé du sens du travail très bien. Après, on a ripé au bout de 10 minutes, on a dit perte du sens du travail. Est-ce qu'on ne peut pas parler un petit peu pour nous rendre plus optimistes de gain? Et alors, on va peut-être suiter effectivement sur quand on disait la quête du sens, quand on va vers cette quête de sens, effectivement, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on risque? Non, qu'est-ce qu'on a la chance de pouvoir peut-être découvrir? Il y a effectivement énormément de reconversions et de plus en plus de gens qui changent de travail, qui changent de métier. C'est sûrement ce que vous voulez dire. Est-ce que vous avez là aussi quelque chose, un constat que vous avez pu faire? Oui, effectivement, ce qu'on a essayé de mesurer, c'est finalement, est-ce que les personnes qui ont quitté leur emploi parce qu'elles trouvaient peu de sens à leur travail, est-ce qu'elles ont retrouvé du sens au travail? Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une dynamique dans le sens du travail et que souvent, le travail retrouvé a plus de sens que celui qui a été quitté. Donc, en ce sens, il y a un gain. Il y a un gain grâce à la démission. Par ailleurs, sur un plan statistique, quand on a parlé au sortir de la crise sanitaire de la grande démission, on s'est aperçu qu'il y avait eu beaucoup, que les personnes ne quittaient pas le marché du travail. Elles changeaient fréquemment d'entreprise, voire de secteur, voire de métier. Donc ça, on peut imaginer que c'est positif, que c'est choisi. Par contre, là, je me place sur le plan des enquêtes statistiques. On n'a pas encore vraiment les moyens de mesurer ça quantitativement, c'est-à-dire est-ce que les personnes qui ont effectué comme ça des bifurcations professionnelles, finalement, est-ce qu'elles demeurent en emploi? Est-ce qu'il y a des retours en arrière? Est-ce qu'il y a finalement des mises au chômage ou etc. Donc, c'est un peu tôt pour mesurer ça. Et je voudrais quand même redire que je comprends ce que vous dites, on perd de sens parce que c'est comme ça qu'est apparu ce phénomène de sens du travail. C'est par l'expression de la perte. Mais je considère pour autant que c'est positif que ce débat ait lieu parce qu'il y a une prise de conscience et il y a des mobilités qu'il faut effectivement voir sur un plan tout à fait, je dirais, positif, si ça permet aux salariés jeunes et moins jeunes d'aller vers des secteurs comme l'ESS ou qui poussent certains secteurs à améliorer leurs conditions de travail et leurs conditions d'emploi, ce qui sera probablement le cas aussi dans l'ESS. Effectivement, puisque tout ça, toute cette question, vous le disiez, force aussi les entreprises à changer, à évoluer. Et donc ça, c'est un gain aussi et une amélioration très, très concrète de cette question du sens du travail. Ah, tout à fait. Pardon si on n'a pas suffisamment insisté sur le sujet. Peut-être qu'il y a le côté, on parle souvent des trains qui arrivent en retard plutôt que ceux qui arrivent à l'heure. Mais il y a énormément de gains. Il y a énormément moins de situations sclérosées ou en termes de sociologie des orgas, un petit groupe où tout le monde est là depuis 20, 25 ans, 15 ans, ainsi de suite. Il y a beaucoup plus, le terme était à la mode il y a 2 ans, je ne sais pas s'il est toujours, de gens qui se définissent comme slashers, qui vont piocher ici ou là. Je suis tout à fait d'accord avec Coralie Pérez sur le côté, il faudra du recul parce que c'est difficile, a fortiori pour un acteur comme nous qui est assez micro, de ne rencontrer que pour qui ça va bien, que pour qui ça va mal. Donc, il faudra attendre un petit peu avant de savoir si globalement on s'en tire. Mais il y a
énormément dans cette évolution, de résultats extrêmement positifs depuis 5 ans pour l'épanouissement des gens autour de cette évolution du travail. Et j'en parlais tout à l'heure, ça donne plutôt des raisons d'être très optimiste sur la suite. Voilà, de quoi repartir le cœur léger et d'aller vers l'atelier Ikigai pour mettre en pratique tout ce qu'on s'est dit ensemble. Merci de votre attention.